On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Au cours de cette émission, on reçoit le député de Saint-Jean à l'Assemblée nationale, le péquiste Dave Turcotte. On va recevoir de la visite, d'ailleurs, de son propre parti demain et après-demain en raison du caucus précession du Parti québécois. Il y aura de la visite à Saint-Jean-sur-Richelieu les 21 et 22 janvier prochains, de la visite péquiste, parce que ça sera le caucus de précession du Parti québécois, ici même à Saint-Jean-sur-Richelieu. Pour en parler, le député de Saint-Jean à l'Assemblée nationale et du Parti québécois, bien sûr, Dave Turcotte. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. D'où vient cette idée de tenir cet événement ici même chez nous? Bien, disons que j'ai, comme député organisateur du parti, c'est une belle occasion pour accueillir mes collègues députés. Donc, les 29 députés, on sera ici à Saint-Jean. On voulait rencontrer les gens de la Montérégie parce que le caucus se tient sur 2 jours, mais avant le caucus et un peu après, il y aura plusieurs rencontres un peu partout en Montérégie. Et Saint-Jean étant au centre de la région, c'était plus facile de faire ça ici. Puis il y aura aussi une élection partielle dans Richelieu, qui est la ville de Sorel-Tracy principalement, dans les prochaines semaines ou les prochains mois, donc d'ici le mois de mars. Donc on voulait se rapprocher de notre monde ici en Montérégie, on a quand même 8 députés sur 29 du Parti québécois. Qui sont issus de la Montérégie. Exactement. Donc, on est le plus gros caucus et comme président du caucus de la région, bien, je vais accueillir tout le monde ici. D'ailleurs, petite parenthèse, dans le cas de l'élection dans le comté de Richelieu à Sorel-Tracy, est-ce que le candidat du PQ est déjà connu? Oui, c'est Sylvain Rochon, qui était attaché politique de Sylvain Simard, l'ancien ministre là-bas, et Hélène Zakaïb aussi. Donc, nous, on a tenu notre assemblée d'investiture là, il y a plusieurs semaines déjà. Bon. Évidemment, on le sait, il y avait des élections au Québec il n'y a pas si longtemps que ça. On connaît le résultat, démission de Mme Marois. Vous êtes en course au leadership en ce moment. Le gouvernement est dans une ère, disons, d'austérité. Pour ceux qui ont écouté les différents bye-bye le 31, je pense que c'était assez évident que dans l'esprit populaire, il y a une vague d'austérité. Ce gouvernement-là va préparer un autre budget qui risque de frapper assez fort. Au travers de ça, vous devez quand même d'assumer votre rôle d'opposition officielle, donc raison probablement aussi de tenir votre caucus de pré-session. Session qui, elle, va recommencer quoi, à la mi-février? Oui. Oui. Ça va être quoi pour vous les enjeux de cette prochaine session parlementaire? Bien, la principale, c'est sûr que là, c'est une grosse session. La session du printemps, c'est toujours la plus grosse, bien, hiver-printemps, parce que c'est la session du budget, c'est la session aussi des crédits, donc la période des crédits, et quelques projets de loi. Ouais. Donc, ça va être moins des projets de loi, mais on va plus parler du budget. Donc, malheureusement, pour des gens, certaines coupures. Donc, quelques ministères ou quelques ministres qui vont être sur la sellette, là, les CPE. On a vu que pour les nouveaux projets de CPE, donc tous les projets qui ont été annoncés sous notre gouvernement, quand les libéraux sont arrivés au gouvernement, les libéraux ont dit, bon, bien, c'est correct, on va les prendre, on va les accepter. Après ça, on dit, on va aller prendre vos surplus, une partie de vos surplus, les CPE. Après ça, on va augmenter les frais, les tarifs en garderie en fonction de la modulation. La modulation en fonction de votre revenu, même si ce n'était pas leur engagement lors de la dernière campagne électorale. Et là, juste avant les fêtes, la ministre a annoncé que pour tous ces projets-là, 50 des coûts devront être assumés par les CPE. Donc, ça fait déjà 3 fois qu'on dit aux CPE qu'on change la règle de l'entente que le gouvernement avait signée. Ça fait en sorte que pour beaucoup de projets de CPE, les projets sont justement mis sur la glace ou en péril, ce qui fait en sorte que les places que les parents ont besoin pour leurs enfants est en péril aussi. Donc ça, c'est le dossier des CPE. En éducation, il y a la question le redécoupage des cartes des commissions scolaires. Ici, dans la région, on peut le voir avec l'école Saint-Jacques. Moi, je ne suis pas député de Saint-Jacques-le-Mineur, mais on a beaucoup d'enfants de Saint-Jean, de l'Acadie, qui vont à l'école Saint-Jacques-le-Mineur, notamment des enfants avec des troubles des enfants TED, si on peut dire. Donc, ça pose beaucoup de questions. Mais au-delà de la redécoupage de la carte des commissions scolaires, il y a toute la question des écoles. Il y a eu beaucoup d'avance-recul de la part du ministre Bolduc. D'ailleurs, s'il y a un remaniement ministériel, il risque d'être un des premiers qui va y passer. Mais quand on voit toutes les coupures dans l'aide aux devoirs, dans tous les services de garde, les services d'orientation dans les écoles,
Ça pose beaucoup de questions pour l'avenir de nos enfants. Et l'autre dossier qui est assez important, c'est la santé. C'est clair. Ici, à Saint-Jean, au-delà du déficit que le C3S devait assumer, les coupures du Parti libéral pour la santé font en sorte qu'on est à peu près à 5 millions de déficit. Ça oblige le C3S à prendre des décisions qui sont vraiment à l'encontre de la qualité des services pour les gens. Puis le ministre, lui, nous dit qu'il n'y en a pas d'impact. Mais quand on voit les gens qui sont obligés d'aller se faire vacciner à Richelieu puis qui habitent ici à Saint-Jean, parce qu'on est obligé de couper, quand on voit que des gens qui doivent recevoir des soins à domicile, puis bien là, ils en reçoivent moins. Ils ont moins d'heures de soins à domicile. Pourtant, on dit on va prendre le virage ambulatoire, mais le virage ambulatoire, c'est justement favoriser les soins à domicile plutôt qu'à l'hôpital. Est-ce que le C3S a moins de financement actuellement qu'il en avait sous votre gouvernement? Il y a eu des compressions qui sont obligés de faire avec moins. Donc, évidemment, il y a des compressions, donc des coupures dans les services, là. Bon, il y a aussi toute la notion, tantôt on parlait de redécoupage des commissions scolaires. Oui. Du côté de la santé aussi, on est dans une refonte des structures, parce que là, on avait une agence de la santé, on avait des C3S. Exactement. Un peu partout au Québec, puis ici en Montérégie. Oui. Là, le ministre Barrette nous arrive avec les 6, là, les CISSSS. Là, je ne sais pas combien il y a de S à la fin. Il n'y en a pas 6, Il y en mais a pas loin. 6, mais presque. Là, au départ, on parlait de 1, après ça, on parlait de 2. Là, finalement, on parle de 3, 6 en Montérégie, parce que le territoire est immense, faisant un peu... Bien, rapidement, là, parce que les gens, là, c'est le bout le plus plate peut-être de l'entrevue, là. Mais restez avec nous! Un C3S, ça concerne. Un C3S, là, c'est un centre de santé des services sociaux. Comment c'est constitué? Il y a l'hôpital ici à Saint-Jean, l'hôpital du Richelieu, tous les CHSLD, donc les centres de soins de longue durée, principalement pour les aînés, mais aussi des personnes handicapées, et les CLSC. Ça, c'est la fusion qu'on avait faite il y a quelques années. Par Philippe Couillard, ouais. que ça avait été fait. Donc, tout regroupé. Ici, nous, on a une unité de médecine familiale qui s'est ajoutée à ça dernièrement. On a une maison de naissance aussi. Bon. Principalement, c'est ça, un C3S. Il y en a quelques-uns à Montérégie. Il y en a à peu près 16, entre 16 et 18. Et là, le gouvernement libéral dit on va tout fusionner les C3S, puis on va en faire un avec l'agence régionale, parce qu'il y a une agence régionale au-dessus de tout ça, et on va appeler ça un CIS, donc un Centre intégré de santé et des services sociaux. Donc, plus d'agences, plus de C3S, un CIS. Oui. Là, le ministre, après les représentations que bien des gens en santé ont fait, et nous aussi, a dit bon, on va en mettre 2. Nous, ce qu'on a dit au Parti québécois, puis c'est nous qui avons amené l'amendement, on a dit c'est bien beau tout ça, là, mais il faut penser au service à la population. La personne qui est ici à Saint-Jean, à Saint-Blaise, peu importe, qu'elle a besoin d'un service à l'hôpital, elle a besoin de sentir que l'administration qui gère son hôpital est capable d'avoir en tête le service que la personne a besoin. Plus qu'on grossit, plus ça devient impersonnel et loin des gens. En Montréal, une population de 2 millions. Le ministre avait prévu 5 CI3S, 5-6. Ici, à Montérégie, 1,5 million, il en prévoyait 2. Nous, ce qu'on a dit, écoutez, on peut-tu faire une règle? Quand il y a 500 000 de population, ça prend au moins un CI3S. Donc, notre amendement a été adopté. L'Ouest, le centre et l'Est, c'est ça? Là, on va embarquer là, c'est un autre débat, la délimitation du territoire, là, parce que là, ça prend un hôpital de tête, là, si on peut dire, là, pour offrir des services plus particuliers ou plus pointus. Ouais. Parce qu'on a, on a quoi? On a du Valleyfield d'un côté, on a Anna-la-Berge, on a Saint-Jean, on a Pierre-Boucher, Charles-le-Moine, Saint-Hyacinthe, il y a Sorel est dedans, Granby. Granby, à la limite. C'est ça. Puis là, il y a un débat Cowansville, est-ce qu'il s'en va en Estrie ou en Montérégie ou pas, là. Donc, ce qui est en ce moment est sur la table, c'est qu'il va y avoir 3 centres intégrés de santé et services sociaux. Ça, c'est principalement moi, Parti québécois, mais moi, j'ai amené l'amendement à la commission parlementaire. Donc, au moins, on va avoir... Ça ne sera pas parfait, là. Puis le projet de loi, moi, je ne suis pas d'accord avec le projet de loi parce qu'en bout de ligne, on enlève la proximité avec les gens pour le système de santé. Mais au moins, on va essayer de rendre le projet de loi moins pire pour s'assurer que les gens puissent au moins
avoir un lien, un sentiment d'appartenance avec leur institution de santé. Mais notre CI 3S, Oui. ici dans la région, On là, sait si, pas, on, oui. si on part de l'hôpital du Haut-Richelieu, là, Oui. normalement, on va ratisser jusqu'où? Bien là, en ce moment, on n'est pas encore rendu là dans l'étude du projet de loi. Et le ministre ne nous a pas fait encore sa proposition. Moi, ce que je sais, c'est que les gens ici à l'hôpital du Haut-Richelieu proposent Saint-Hyacinthe, Granby, Saint-Jean, Cowansville. Le Cowansville ne veut pas être avec eux, veut être en Estrie. Il y a une proposition pour qu'on soit avec Charlemagne, à Longueuil. Donc, il y a 2 scénarios possibles. Soit qu'on soit juste Saint-Hyacinthe, Granby, Saint-Jean, ou qu'on soit avec Mais Charlemagne tout ça à Longueuil. va prendre du temps. Pendant ce temps-là, le C3S actuel existe toujours avec son conseil Tout à fait. d'administration, Mais avec encore son là, problème budgétaire, oui. absence de la direction générale, parce que là, en fait, c'est la C'est la directrice générale de de Saint-Hyacinthe qui gère les 2 C3S en ce moment. Oui. Elle doit avoir un pas pire agenda, la madame, là. Ça doit être On pourrait assez dire d'autres corsé. choses aussi, Vas-y, mais on bon. va se maintenir à Donc, l'agenda. donc, pendant ce temps-là, il y a les opérations courantes, il y a les travaux qui se poursuivent, évidemment, pour l'agrandissement de l'hôpital. Oui. Bref, sauf que pendant tout ce temps-là, si vous êtes allé faire un tour à l'urgence à l'hôpital du Haut-Richelieu dans le temps des fêtes, là, c'était pas jojo, là. Non, Ça tout n'est à fait. probablement pas aujourd'hui non plus encore. Là. Non, tout à fait. Fait que c'est pour ça que nous, ce qu'on dit au ministre de la Santé, c'est qu'on peut bien faire tout ce brasse-camarade-là là, de brasser des structures, parce qu'on est juste des structures, là. Pour l'instant, là, ça ne règle pas plus le problème de soins de santé aux gens et les impacts budgétaires. Parce que qui dit fusion, réorganisation, dit inévitablement, bien, il va y avoir les cadres, il va arriver quoi? Là? Il va y avoir des primes de départ, on va être obligé de les payer, ils vont être payés, ils ne seront pas utilisés à pleine capacité. Un enjeu syndical aussi, parce à qu'au fait. départ, quand on parlait d'un seul CI3S pour la Montérégie, on avait parlé d'un contingent d'à peu près 10 000 employés. C'est énorme. C'est pour ça que nous, on a beaucoup de bémols avec le projet de loi. Mais comme le gouvernement libéral est majoritaire, on doit vivre avec la réalité de l'élection. Donc, on peut soit rien faire puis regarder le train passer, puis dire, bien, les libéraux vont se planter, ou s'assurer que malgré que la loi passe, mais que notre population puisse en avoir le plus dans les circonstances. Fait que moi, j'ai pensé aux gens de Saint-Jean, puis j'ai travaillé pour avoir un 3e CI3S pour qu'on soit mieux représenté. Bon, et ça viendra après les fêtes. Bien là, les travaux de la commission commencent vendredi matin. Et il va s'en suivre l'adoption finale du projet de loi qui touche évidemment pas juste la Montérégie, mais tout le Québec au complet. Tout à fait. Mais les travaux de la commission commencent fin janvier. Oui, c'est ça, mi-janvier. Bon, ça, c'est les enjeux, donc, en santé. Oui. Donc, les CI3S, l'opération actuelle du C3S, le déficit actuel. On va parler aussi du projet de loi 20 qui touche les médecins de famille et toute pour avoir des enfants, là... la procréation assistée. assistée. Bon, ouais. Excusez-moi, je suis un blanc. Ça arrive. C'est ma première entrevue là, depuis la rentrée. Un peu rouillé. C'est ça, là. Ouais. Donc, la procréation assistée, ce qui pose beaucoup de problèmes. J'ai eu beaucoup de commentaires de gens de Saint-Jean qui s'inquiètent beaucoup, là, pour les médecins de famille, entre autres. Donc, on va suivre ça de près. Bon. Je reviens à l'éducation parce qu'au départ, évidemment, quand on a eu les élections scolaires cet automne, et le ministre lui-même qui envoyait des messages un peu contradictoires à l'égard des élections et de la démocratie scolaire, bon, au final, ici, finalement, le seul territoire convoité, c'est Saint-Jacques-le-Mineur, mais encore là, on s'attendait même à un autre scénario là, qui n'est pas venu. Mais pour Saint-Jacques-le-Mineur, moi, j'ai parlé quand même au ministre Bolduc. Et le ministre Bolduc m'a dit qu'il était très ouvert. Donc, c'est pour ça que moi, je dis aux parents, il faut maintenir la pression. On parle d'à peu près 200 jeunes, là, les primaires, plus les secondaires qui viennent à rester. Tout à fait. Moi, je trouve que c'est encore là, dans ce cas-ci, là, c'est vraiment gaspiller de l'argent. Là. On va changer du papier en tête, on va changer des professeurs de commission scolaire, on va faire plein d'affaires qui, finalement, aidera aucunement plus les jeunes qui étudient à cette école-là, puis les jeunes du secondaire de Saint-Jacques-le-Mineur qui viennent à Saint-Jean, qui vont être obligés d'aller ailleurs. Fait que le ministre m'a paru très favorable à revenir sur sa décision là-dessus. Au Parti québécois, êtes-vous favorable à ce qu'éventuellement on mixe, disons, les élections scolaires et municipales en une même journée, un même dimanche après-midi de novembre, là? Ça a déjà été dans les cartes dans les dernières fois. Finalement, il n'y avait peut-être pas de volonté de le faire, peut-être ni du PQ ni du Parti libéral à l'époque.
Là, il y a une opportunité de le faire. Là. Certains disaient encore une fois, regardez, le taux de participation est assez minime, là. Pour pas dire autre chose. Ouais. Mais nous, on n'est pas contre l'idée, mais il y a peut-être aussi d'autres éléments qu'on pourrait regarder pour stimuler la démocratie tout à scolaire. fait. Là. Tout à fait. Donc, Là, peut-être... ces gens-là ont eu un mandat de 7 ans parce qu'on les a prolongés 2-3 fois. Là, cette fois-ci, là, il y a eu des élections scolaires avec un autre système. Mais au final, c'est quoi le bénéfice? Là, il y a moins de commissaires, c'est vrai. Il y a une présidente élue au suffrage universel, c'est vrai, mais par moins de 5 de la population. Tout à fait. Et puis, c'est pas comme s'il n'y avait pas un enjeu, là, cette fois-ci, pour aller voter. Il y en avait un enjeu. Puis on a vu que le résultat est malheureusement pas là. Parlons de développement économique, parce que autre décision du gouvernement, c'est l'abolition des CLD. Oui. Ici, l'impact, c'est que le Conseil économique redevient le Conseil économique. Le développement social va peut-être se faire au sein d'une autre organisation. La Ville a fait le choix d'amalgamer l'Office du tourisme avec l'opération du Conseil économique. Comment vous voyez un peu tout ce brasse-camarade de structure en termes de développement économique? Bien, encore là, on est dans du brassage de structure. On ne crée toujours pas d'emplois. On ne développe pas davantage notre économie. On est chanceux ici du maintien du Conseil économique parce que moi, je croyais en cette organisation-là qui fait en sorte d'aider nos jeunes entrepreneurs. Quand je dis jeunes, je ne parle pas juste en termes d'âge, là, je parle des gens qui démarrent une entreprise ou qui reprennent une entreprise déjà existante, mais aussi des grandes industries qui ont besoin d'aide à un moment ponctuel dans leur développement. Les résultats sont là avec le Conseil économique, donc moi, je suis content de voir on est une des régions privilégiées qui va pouvoir continuer à avoir un organisme de développement économique là, qui va être à son actif. On commence 2015. Évidemment, vous venez de tourner la page. Je sais qu'à la mi-décembre, vous avez présenté votre bilan 2014. Pour vous, quels sont les 2-3 faits saillants importants de 2014 au sein de vos réalisations, vous, là, comme député de Saint-Jean? Bien, on a eu, c'est pas l'inauguration officielle, mais si on peut dire le début où les jeunes du judo et les jeunes de la gymnastique ont pu complexe sportif. utiliser le complexe sportif à Saint-Luc. Donc ça, c'est... j'avais travaillé fort avec la ministre Malavoie à l'époque à l'Éducation pour obtenir une partie de la subvention, une subvention pour obtenir une partie de leur montage financier pour pouvoir le tenir. Donc ça, c'est fait. Il y a eu le prolongement de l'autoroute 35 qui a été inauguré, donc jusqu'à Saint-Sébastien. Souvent, on disait le Parti québécois ne veut pas faire le prolongement, tout ça. Donc, c'est les libéraux qui l'ont annoncé, qui l'ont inauguré, pardon, mais au moins jusqu'à Saint-Sébastien, l'autoroute 35 est fait. Ce qui amène des possibilités pour le développement économique avec toute l'électrification des transports qu'on a beaucoup poussé. Les travaux à l'hôpital du Haut-Richelieu ont débuté en 2014, enfin. L'unité de médecine familiale, pour avoir plus de médecins de famille. Donc, les services ont débuté l'été 2014, comme je l'avais annoncé. On parle souvent des retards, mais là, c'était à la date prévue, les médecins étaient là. Donc, il y a eu beaucoup d'investissements aussi qui a été fait parce que 2014 a été à moitié j'étais au gouvernement, l'autre moitié dans l'opposition. Donc, différents investissements ont été faits dans la circonscription. Puis moi, comme je l'ai dit le soir de la dernière élection, puis je l'ai répété lors de mon dévoilement de bilan, que je sois à l'opposition ou au gouvernement, je vais continuer à travailler pour les gens de Saint-Jean. Puis les résultats seront là. Puis on a déjà quelques projets qui sont sur la table pour 2015 qui vont voir le jour dans les prochains jours, prochaines semaines. Bon, on disait au début de l'entrevue, évidemment, que vous allez tenir votre caucus de pré-session ici à Saint-Jean les 21-22 pour préparer le travail de la session parlementaire. Comment l'opposition officielle que vous êtes allez faire en sorte de ne pas perdre le focus sur les opérations, les travaux de l'Assemblée, alors que votre parti va être en pleine apogée de course au leadership durant le printemps? Bien, justement, le fait qu'on a le budget, les crédits et peut-être peu de projets de loi à étudier. Est-ce qu'il n'y a pas un danger de perdre le focus? Certains, même les analystes le disent, parfois quand un parti, et c'est pas pour mal faire, mais quand un parti est en course au leadership, parfois, le focus est tourné davantage sur la course que sur les travaux de l'Assemblée comme telle. Je comprends, mais en même temps, la course à la chefferie a débuté, si on peut dire, pratiquement le lendemain de la démission de Mme Marois. C'est sûr. Et cet automne, tous les analystes ont confirmé que le Parti québécois avait démontré qu'on était l'opposition officielle, puis on était une opposition forte, puis on a débusqué plusieurs problèmes du gouvernement. Et on a amené des solutions constructives. Puis, dans certains cas, il y a des projets de loi qui ont été adoptés grâce à notre travail. Sauf que là, les adversaires, qui sont principalement des députés actuels, vont
davantage se coltorier, comme on Tout à dit, fait. durant le Je comprends, printemps. la période des débats, C'est clair. durant la course va débuter. Donc, moi, je fais confiance à notre équipe pour y arriver. On n'a pas autant de députés qu'on voudrait, mais 29 députés, on a des très bons. Ils sont tous bons, mais on a des qui sont plus connus de la population, donc qui font un bon travail. Puis je pense que ça prend aussi un moment pour aller voir nos gens. Puis faire le travail d'opposition, c'est oui de le faire à Québec, poser des questions, puis de faire le travail en commission parlementaire. Mais pour bien faire ça, il faut être sur le terrain puis rencontrer les gens. Puis une course à la chefferie, il n'y a pas un meilleur moyen pour rencontrer la population puis voir ce que les gens ont besoin. Bon, vous faites toujours partie de ces députés qui ne prendront pas position pour la course à la chefferie. Rappelez-nous pourquoi. Parce que je suis député organisateur du parti, comme je vous disais au début. Donc, ça me donne comme responsabilité de faire le plan d'action de notre parti, la campagne de financement et tout ce qui vient avec. Donc, je trouverais ça un manque d'éthique d'organiser le parti dans son ensemble, puis en même temps, en parallèle, d'organiser la campagne d'un des candidats. Comme vous êtes neutre dans cette campagne au leadership, qu'est-ce que vous souhaitez pour la suite des choses? Je ne parle pas de choix de candidat, mais une course au leadership, c'est souvent l'occasion de refaire le plein de membres, de réaligner les idées, les valeurs du parti. On le sait, le Parti québécois, l'article 1, c'est la souveraineté. Or, c'est peut-être pas le sujet qui est le plus au goût du jour depuis quelques années. Vous, comme député de ce parti-là, qui militait depuis plusieurs années avant même d'être député, qu'est-ce que vous souhaitez que cette course au leadership donne à ce parti qui est le Parti québécois? Moi, je pense que la course va nous permettre, n'ayant pas de chef, ça enlève une partie des susceptibilités. Dans le sens où on peut faire un débat d'idées, mais on peut faire aussi un débat de la façon, comme parti politique, qu'on agit, si on peut dire ça ainsi, sur le plan organisationnel, avec nos militants, avec la population, organiser des rencontres, tout ça, sans que quelqu'un se sente mal à l'aise parce que « Ah, bien c'est moi qui avais pris la décision à l'époque, ou ci ou ça ». Le chef, n'ayant pas de chef, on n'a pas ce genre de susceptibilité-là quand on fait un débat d'idées. Fait qu'on va pouvoir faire, selon moi, un meilleur débat d'idées, ouvrir les portes, puis dans certains cas, bien, faire brasser un peu plus qu'on n'aurait pas pu le faire avant, mais aussi rebâtir notre parti, mais amener une position claire sur notre option. Moi, je suis député principalement pour aider les gens de Saint-Jean, mais aussi pour faire l'indépendance du Québec. Vous m'avez dit que ce n'est pas toujours d'actualité, effectivement, mais on ne peut pas demander aux autres de faire de l'indépendance un sujet d'actualité. C'est à nous en premier d'en parler, de l'expliquer. Pourquoi qu'on veut faire l'indépendance? Pourquoi qu'on veut améliorer? Comment ça va améliorer le sort des Québécois? Faire en sorte qu'on n'ait pas deux ministères de la Santé, deux ministères des Finances, deux ministères de l'Agriculture, qu'on économise de l'argent de cette façon qu'on va pouvoir réinvestir dans nos économies. Donc, vous souhaitez pour que nos la course services. clarifie l'option. Tout à fait, mais pas tant clarifier l'option, parce que ça, en général, on La a méthode l'argumentaire. pour y arriver, ouais. La méthode pourrait arriver, mais aussi la façon qu'on va se décomplexer d'en parler. Parce Elle que est bonne, vous cette- sentez... Non, c'est bien ça. Ah, Donc, ben, vous je commence à me sentez- dérouiller un peu, hein? Donc, vous sentez que les militants du PQ, que les députés se sentent parfois un peu complexés à l'égard de la souveraineté? Mais dans certains Du cas, projet? parce qu'on peut dire que des fois, vous-même, vous me l'avez dit. On fait plusieurs fois qu'on fait des entrevues. C'est clair. Puis, moi, je vais vous parler des dossiers de Saint-Jean, parce qu'on se parle des dossiers de Saint-Jean. Mais en même temps, comme député indépendantiste, j'ai une responsabilité de parler d'indépendance puis de l'expliquer. C'est facile de dire je suis indépendantiste si je ne l'explique pas. Il faut avoir une responsabilité comme député dans nos dossiers concrètement locaux d'amener l'argumentaire de la souveraineté. Qu'est-ce que ça ferait de différent? Je vais vous donner un exemple. Le pont neuf de l'île Sainte-Thérèse, c'est un pont fédéral. À la frontière de deux municipalités, pour qu'un gouvernement fédéral puisse investir dans un pont avec une municipalité, il doit passer par le gouvernement du Québec. Ça a pris à peu près 2 ans avant que ce dossier-là se règle. Si on était un pays souverain, le Québec, avec la ville de Saint-Jean, avec la ville de Carignan, se serait assis, aurait réglé ça, on aurait économisé au moins 1 an. Les gens de l'île Sainte-Thérèse n'auraient pas été isolés pendant tout ce temps-là. Ça paraît bien banal, mais c'est quand même ça. Un bateau qui est sur la rivière Richelieu, des fois, peut avoir de juridiction fédérale, provinciale, municipale, tout dépendant s'il touche le fond, la rive ou l'eau. En terminant, puisqu'on parle de pont, est-ce que vous croyez plausible que le ministère des Transports, que le gouvernement du Québec assume davantage de coûts liés au projet du remplacement du pont Gouin? Oui, ça, c'est une bonne question. J'ai été au gouvernement, donc moi-même, j'ai dû me confronter à
l'organisation du ministère des Transports là-dessus. Sérieusement, je pense que ça va être difficile. Et là, je ne fais pas de partisanerie, là. J'ai été au gouvernement, je sais que les finances, ce qu'elles sont. Et dans ce cas-ci, ça va être difficile d'assumer un peu plus. Moi, j'avais obtenu plus d'1 million. Aller plus que ça va être difficile. Donc, vous souhaitez bonne chance au maire Fecteau. Oui. M. Turcotte, merci beaucoup. Bonne année. Merci, vous aussi. Restez avec nous. Au retour, le Babière quotidien. Pour vous divertir dans le confort de votre foyer, Télébingo TVHR, tous les dimanches matins, 9h30, avec votre meneur de jeu, Alain Rameau. C'est un rendez-vous. Coulisses Bêta version 3.0, de retour l'hiver 2015. Le Centre de santé C3S au Richelieu-Rouville vient de clarifier sa réglementation sur la cigarette électronique. C'est la même chose que la vraie cigarette, donc vous ne pouvez pas l'utiliser à moins de 9 mètres des principales portes d'accès des bâtiments du C3S. Ne manquez pas le Télébingo à tous les dimanches matin 9h30 en direct, 3 500 $ en prix. Et il y a une trentaine de dépositaires pour acheter vos livrets un petit peu partout sur notre territoire. À demain. Bye-bye.